Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 7 août 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer que je serai absent la semaine prochaine. De ce fait, il n'y aura pas de briefing des marchés ni de stratégie bourse. Je serai donc de retour à partir du 18 août. De plus, j'ai programmé aussi le prochain webinaire éducatif de formation au trading. Et cette fois-ci, mon invité sera Nicolas Chéron, ancien analyste pour DailyFX France, aussi analyste pour Bink. Il viendra donc vous présenter les clés de l'investissement sur action. Cette fois-ci, nous allons parler donc de comment investir sur les actions avec Nicolas Chéron. Nous aborderons donc plusieurs thèmes, à savoir le trend following, la différence vraiment entre le trend following et le trading, comment sélectionner différents dossiers, des dossiers haussiers, qualitatifs, mais aussi on évoquera bien évidemment d'autres aspects comme le money management. De ce fait, ce sera un webinaire vraiment réservé pour les traders qui souhaitent découvrir comment investir et se placer sur le marché action, mais aussi des sujets, bien évidemment, seront étudiés pour les investisseurs et les traders avancés. Sans plus attendre, focus marché avec les bourses européennes qui ont donc reculé jeudi, sur fond de crainte sur la vigueur de la reprise de l'économie, alimentée par les prévisions quand même pessimistes de la Banque d'Angleterre et par des inscriptions au chômage aux États-Unis qui ont encore dépassé 1 million la semaine dernière. Alors la bourse de Londres, elle a été particulièrement pénalisée par les annonces de la Bank of England qui a déclaré hier s'attendre à ce que l'économie britannique mette plus de temps que prévu initialement pour retrouver son niveau d'avant la pandémie. Alors en effet, la Banque centrale du Royaume-Uni a décidé de laisser son taux directeur inchangé à 0,1% et de ne pas modifier son programme d'achat d'obligations sur les marchés, même si elle prévoit désormais que l'économie ne retrouvera pas son niveau de la fin 2019 avant 2021. Donc un peu des perspectives économiques assez sombres. De plus, il faut savoir quand même que le Royaume-Uni est engouffré dans un Brexit et actuellement, ça patine un peu au niveau des négociations avec Bruxelles. Côté US, Wall Street a terminé en hausse, à l'inverse, jeudi, après un début de séance hésitant, mais porté bien évidemment, encore une fois, par les géants de la technologie qui ont fait passer le Nasdaq pour la première fois de son histoire au-dessus de la barre des 11 000 points. Alors l'indice à forte corrélation technologique a une nouvelle fois profité de la bonne santé de plusieurs de ces valeurs phares, dont Alphabet qui a pris quasiment 1,75%, Amazon plus 0,6%, Apple plus 3,5% ou encore Microsoft plus 1,6%. D'un autre côté, on a eu justement les nouvelles demandes d'allocation chômage qui, elles, ont atteint 1,186 millions lors de la semaine au 1er août en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,400 millions la semaine précédente, selon bien évidemment les données publiées du département du travail. Bien évidemment, le catalyseur de la semaine, c'est le fameux NFP. Le marché attend maintenant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi à 14h30 et le consensus Reuters stable désormais sur environ à peu près 1,5 million de créations d'emplois non agricoles en juillet contre 4, on avait quasiment eu 4,8 millions en juin. Enfin, pour terminer, les principaux dirigeants démocrates du Congrès américain et l'administration Trump tentent d'aboutir encore une fois à un compromis qui permettrait d'assurer le maintien d'un soutien financier public aux millions d'Américains frappés par les conséquences économiques de la pandémie et qui ont besoin d'aide et d'allocations chômage justement pour assurer la reprise, sachant qu'on a quand même, comme je vous le disais, plus de 40% des locataires américains qui risquent d'être expulsés s'ils ne payent pas leur loyer.
De ce fait, bien évidemment, les marchés continuent de pricer ce plan de relance, mais il ne faudrait pas que ça traîne trop longtemps non plus, car ça pourrait tout de même pénaliser certains ménages américains. Côté macro, eh bien ici, c'est le nouveau record historique du Nasdaq. Une fête comme en 1999, étant donné qu'on est sur des niveaux de valorisation extrêmes. Alors certes, les techs ont réalisé des bénéfices extraordinaires. Toutefois, c'est surtout l'ascension assez fulgurante qui fait penser à celle qu'on a vécue en 1999-2008, ce fameux rallye où on avait une véritable euphorie, et là, on est de retour, encore une fois, l'histoire se répète, on a le sentiment qu'on assiste de nouveau à une véritable euphorie, même si on a des résultats qui sont plutôt encourageants, voire excellents. Toutefois, prudence, étant donné que l'indice, depuis son creux de mi-mars à aujourd'hui, a quasiment pris en un peu plus de 4 mois, plus de 60%. Donc c'est plus qu'un rebond, l'indice s'est envolé de quasiment 60%, il me semble. Donc maintenant, la prudence est donc de mise. Pour rappel, on a aussi en données logarithmiques, là on est sur une échelle linéaire, mais on a un canal ici en place depuis plus de 10 ans qui vient coiffer les prix. Donc actuellement, on est au-dessus de ce canal, on fait de l'excès. C'est un canal en données mensuelles, donc c'est normal, on peut toujours un peu avoir de l'excès. On a eu de l'excès qu'on est sorti par le bas ici, derrière ça a réintégré, donc prudence, hein, étant donné les tensions qu'on a actuellement sur le marché, le risque de correction devient de plus en plus élevé. Alors, les grosses technologies ont montré très clairement qu'avec le nouveau monde et le post-coronavirus, qu'elles sont en train de dévorer le monde. Certains experts discutent même de l'opportunité de démanteler certains géants de la tech, tout simplement pour ramener de l'oxygène frais dans l'économie numérique, car on a l'impression qu'il y a un monopole uniquement entre 5 valeurs, hein, Apple, Amazon, Microsoft, on a aussi Netflix, pourquoi pas, et Google, bien évidemment Facebook. Donc, tout s'organise autour de ces 5, 6, voire 7 valeurs, si on prend Nvidia et Tesla et qu'on regroupe les frontman. Et pour rappel, c'est uniquement ces 5 valeurs, si on prend juste les GAFAM, représentent quand même plus de 50% de la pondération du Nasdaq 100. Donc derrière cette hausse, on a quand même eu une amplification de la pondération de l'indice, ce qui fait qu'on est essentiellement piloté par quelques valeurs, alors que le Nasdaq, là pour le coup c'est le composite, mais le Nasdaq 100, il y a quand même 100 valeurs, mais il est piloté essentiellement par 5-6 valeurs qui ont une pondération extrême, d'où la thématique de vouloir un peu démanteler certains géants pour, comme je vous le disais, ramener de l'oxygène un peu frais au sein du Nasdaq et dans l'économie numérique. De plus, on a cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis qui s'intensifie. Là, les actions de Tencent, donc le géant chinois, ont chuté de quasiment 10% hier après que Trump ait signé un ordre qui interdirait aux entités américaines de faire des transactions avec le géant de l'Internet. Donc Trump s'attaque à Tencent, Trump s'attaque aussi à TikTok, l'application pour protéger les données privées des Américains. Et donc Trump prend un risque en ciblant WeChat aussi, avec son décret d'interdiction, puisque la messagerie chinoise appartient à Tencent, qui est aussi un gros investisseur dans la tech américaine. Donc Tesla, Activision Blizzard, Epic Games, Snap et Reddit. Donc si on assiste véritablement à une escalade continue des tensions et que Trump continue de jouer avec le feu et de mettre de l'huile sur le feu, autant vous dire que derrière, si les Chinois se sentent trop attaqués via leur société technologique, que ce soit TikTok ou même Tencent, eh bien, on pourrait avoir un retour du bâton assez violent.
Et d'où mon invitation à la prudence sur les secteurs de la tech, car actuellement, certes, les résultats sont bons, mais on n'est pas à l'abri d'un signe noir si les Chinois, au bout d'un moment, arrivent à saturation et décident eux aussi d'appliquer des interdictions sur les sociétés américaines. De ce fait, on pourrait très largement assister à une correction de marché de plusieurs pourcents, étant donné qu'en plus qu'on est sur un niveau clé majeur, à savoir ce haut de canal mensuel. Enfin, pour terminer la partie macro ici, c'est tout simplement une hausse en trompe-l'œil, comme je vous le disais, c'est le S&P, la performance du S&P en tout cas basée avec les techs et sans les techs, donc c'est une performance qui a été effectuée hier en date du 06-08-2020. Donc, on constate actuellement que le S&P, depuis le début de l'année, est en hausse d'environ un peu plus de 2%, et que si on enlevait les techs au sein du S&P 500, on aurait un indice qui serait encore en baisse de quasiment moins 4%. Et par contre, si on devait retraiter l'indice S&P et uniquement mettre le secteur de la technologie, de la tech, et bien là, on se rend compte quand même qu'on a une performance de quasiment plus de 22%, ce qui montre encore une fois que finalement, on a encore pas mal de secteurs qui sous-performent et que les investisseurs continuent de se réfugier sur les valeurs technologiques, tout simplement, n'optent pour aucune diversification vraiment dans leur portefeuille et se concentrent essentiellement que sur la tech. D'où un peu cette hausse en trompe-l'œil, puisque l'indice S&P 500 est censé, c'est un peu l'indice de référence mondiale, et il est un peu censé représenter tous les secteurs, toutes les plus grosses capilles importantes au sein de l'indice, qui sont censés représenter, voilà, comme je vous le disais, tous les secteurs, que ce soit l'énergie, le secteur pétrolier, l'informatique, la tech. Et si on s'amuse vraiment à décomposer un peu le S&P 500, qui est un peu l'indice de référence mondiale, eh bien, c'est pas la même chose, étant donné que il est essentiellement tiré par la tech et que encore une fois, au sein du S&P 500, les plus fortes pondérations sont essentiellement les valeurs technologiques, à savoir Facebook, Apple, Nvidia. Il me semble que Nvidia ne soit pas dans le S&P, mais Amazon, Google et ainsi de suite. Donc, encore une fois, cela permet de prendre du recul, je trouve, sur la hausse assez fulgurante et ascensionnelle, de faire le tri un peu dans nos portefeuilles et de se rendre compte un peu la diversification qu'est en train de subir actuellement les principaux portefeuilles des gérants, mais on se rend compte que on a un comportement assez moutonnier puisque c'est uniquement focus sur les valeurs technologiques. Côté graphique maintenant, on va s'intéresser donc au CAC 40. En recul encore ce matin, mais rien n'a changé depuis hier. On bute toujours sur le milieu de range. Pour l'instant, je ne m'attends pas à une grosse évolution durant la journée tant qu'on n'a pas le NFP à 14h30 qui devrait logiquement bien donner un peu plus de visibilité. Pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau, eh bien, les directives, j'ai envie de dire, n'ont pas changé. Ce serait potentiellement d'attendre un retour tout simplement sur les 4007. Et là, c'est une zone d'achat optimale pour tenter un swing. Bien évidemment, il faudra attendre un chandelier de retournement ou des indications comme quoi un flux haussier pourrait se mettre en place. Mais je persiste en disant que pour les traders swing, eh bien, cette zone, 4700, pourquoi pas si on va un peu plus bas, aller chercher la zone de polarité, mais je privilégierais des achats toujours sur cette zone qui me semble en tout cas optimale
étant donné le contexte, et qui est surtout une zone d'intervention clé qui a été testée à de nombreuses reprises par le passé, qui correspond aussi à un band range. Donc, pour moi, encore une fois, il faut prendre son mal en patience et pour les acheteurs, attendre tout simplement un retour des cours vers cette fameuse zone. Pour l'instant, on est toujours sur un rebond technique de quasiment 38%. Derrière, ça cale, ça repart. On avait une sortie de biseau. Comme je vous le disais, le NFP va bien évidemment prendre et driver la suite des événements, mais d'un point de vue technique, en tout cas, cette sortie de biseau par le bas ouvre la voie à un retour dans un premier temps sur les 4785. Puis ce serait bien d'aller chercher la borne basse du range. Donc là, se positionner à l'achat ici, pour moi, c'est un peu au milieu du désert. C'est aussi imprudent face à un NFP dont personne ne connaît les chiffres à venir, même si Donald Trump a affirmé que les chiffres allaient être excellents. Toutefois, on verra bien le résultat à 14h30. Mais dans ce contexte actuel, repenser à des achats au-dessus de 4980, pourquoi pas? Sinon, laisser la dynamique baissière se mettre en place et aller chercher la zone ici. Vendre ici, pour moi, c'est un peu tôt. On a le NFP, donc comme je vous le disais, c'est aussi imprudent. Je laisserai tout simplement la dynamique baissière continuer pour aller chercher les zones et inversement, au contraire, au-dessus des 50%, au niveau des 4980, là par contre, on pourrait aller chercher les 5050 points, étant donné qu'on a un gap à venir chercher. Concernant le DAX, toujours dans son range 1 heure, on va quand même basculer en daily. Alors, en daily, soutenu par la MM50 hier, bas de range 1 heure, mais rien n'a changé depuis le début de la semaine. Phase de trading range entre les deux bornes. Hier, on est juste venu combler le gap et finalement, c'est reparti. Donc, on avait besoin d'aller combler ce trou de cotation. Derrière, les vendeurs sont sortis du bois. Pour l'instant, la MM50 fait aussi office de support sur la borne basse du range. Et les directives restent les mêmes. Chercher des ventes sur signal de retournement au-dessus. En cas de cassure, se positionner à l'achat pour aller chercher 12 940. Et cas contraire, cassure de la borne basse permettrait un retour sur les 12 300 points. Donc effectivement, si on affine un peu ce scénario, on est toujours dans un range ici en données 4 heures. Il n'est pas très bien, il est un peu plus propre, donc surtout pour les traders intraday, mais on constate effectivement qu'on est toujours enfermé dans ce range. Donc si je le retrace un peu mieux, voilà. Voilà le range du DAX actuellement depuis le début de la semaine. D'où l'intérêt d'attendre le point bas, la borne basse ou la borne haute pour se positionner et effectuer une stratégie de ping-pong entre les deux bornes. Sinon, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise, eh bien, d'attendre la cassure de ce range avec une bougie horaire pour viser tout simplement un retour sur les plus bas vers les 12 300 points. Le Dow Jones, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant sur le Dow Jones. Pourquoi? Car on est sur la borne haute d'un range quasiment. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on est quasiment sur la borne haute de ce range. Je vais quand même passer un hebdomadaire avant. Alors, en hebdomadaire, niveau de résistance, on a sûrement une résistance dans le range à surveiller. Là, on est très clairement, vous voyez, on a une résistance ici qui avait fait office de support, et là, pareil, résistance. Donc, c'est une zone de polarité située vers 27 335, 27 350 à peu près.
Niveau technique, zone de polarité ici, et les cours pour le moment se sont arrêtés pile poil dessus. Si on bascule en données daily, effectivement, on a le sentiment qu'on est dans un range et qu'on a potentiellement une résistance proche de la borne haute du range, étant donné que ici, pareil, on avait fait de l'excès sur cette bougie-là et derrière, c'était reparti à la baisse. Donc là, toujours stratégie de trading range. Pour l'instant, on n'a pas de bougie de retournement, mais on est à l'approche d'un niveau clé. Donc encore une fois, à surveiller. Bien évidemment, on a le NFP, donc ça va tout de suite donner de la visibilité. Si le NFP est excellent, ce sera une sortie sûrement par le haut. Et en cas de déception, eh bien, attention, on a quand même pas mal de gaps à venir combler. Un ici, un ici. De ce fait, je n'exclus pas un retour au moins sur les 26 440. Donc là, on se retrouve très clairement à la croisée des chemins, résistance sur la borne haute de ce range qui est juste ici, et NFP à 14h30 qui risque de créer pas mal de volatilité sur les marchés. Si on affine, pour l'instant, on voit que la tendance est haussière, on n'a pas de chandelier de retournement, d'où l'intérêt d'attendre que la poussière retombe avec le NFP et de voir comment les investisseurs vont réagir. Mais même en données 1 heure, on a juste un RSI qui commence à rentrer en zone de saturation, mais on a un flux haussier pour l'instant. De ce fait, il va falloir prendre encore une fois son mal en patience et voir comment va se passer la séance du jour qui pourrait donner beaucoup d'informations, à mon avis, pour les prochains jours. L'euro-dollar maintenant, partie Forex. L'euro-dollar qui semble calé à l'approche de sa résistance, du moins consolidée. Un RSI qui sort de sa zone de surachat. Avons-nous une résistance ici en mode, une divergence en mode double top? Pour le savoir, on va basculer tout de suite en ligne plus point, étant donné que là on est en train de former une divergence, mais est-ce que... Non, pas de divergence. Malheureusement, pas de divergence, étant donné qu'on a des plus hauts que le précédent. Donc pas de divergence baissière pour l'instant. Mais potentiellement un double top, voire un range. Quoique, elle est peut-être très légère quand même, très légère. Si autant pour moi, on a sûrement une divergence ici, elle est très légère. Étant donné que les plus hauts d'ici, on a légèrement une inclinaison si on prend les cours de clôture. Les plus hauts ici sont légèrement, du moins les plus hauts d'ici sont légèrement plus hauts que les précédents. Et là, on a un léger creux. Forme de double top surtout, actuellement en cours, et de range. Donc à confirmer. Mais ça pourrait être intéressant sur l'euro-dollar qui semble se stabiliser en tout cas. Donc, pareil, c'est un peu un pile ou face de savoir quelle direction va prendre l'euro face au NFP. En cas de sortie par le haut, par contre, très clairement au-dessus des 1,19, eh bien, le prochain objectif sera d'aller chercher les 1,2040, tout simplement. Pour l'instant, la MM50 fait office. Si on enfonce cette direction, les 1,1690 et derrière, potentiellement un double top en perspective. Donc, à surveiller. Si on regarde en données daily, c'est vrai que la bougie du jour, avec la toute petite divergence au final qui est quand même validée, mais très limite, voilà. On avait un avalement ici qui a permis une stabilisation et là on est sur une étoile du soir doji. Bien évidemment, le chandelier du jour devra être confirmé, mais actuellement, si
on constate la psychologie des prix, on a l'apparition de chandeliers de retournement à l'approche de cette zone. Et ici, très clairement, c'est une étoile du soir doji. Donc, étoile du soir doji, légère divergence, mais surtout un range, voire un double top en perspective. Par contre, en cas d'excellent NFP ou même de mauvais, tout dépend comment on va interpréter le marché, tout simplement en cas de cassure, on clôture au-dessus des 1,1880, direction 1,20. Par contre, là, pour l'instant, c'est direction plus sur les 1,1745 et surveiller la cassure de ce support qui validerait quand même un double top avec un retour sur la fameuse oblique pour effectuer enfin ce pullback en direction des 1,1590. L'euro CHF. L'euro CHF, toujours confronté à son oblique de très long terme, dopé certes par des plans de relance, mais fragilisé par l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis et des investisseurs qui préfèrent se réfugier vers les actifs défensifs tels que le franc suisse ou le gold. On voit que ici on a eu quand même un premier rejet, la semaine dernière pareil, de nouveau une nouvelle fois. Donc là par contre, très clairement, on a une belle zone de polarité juste ici à 1,0840. Donc c'est le niveau à franchir pour aller chercher les 1,09. Donc attendre. Pour le moment, le flux reste baissier à moyen long terme. On fait des plus bas, on fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Et on travaille certes cet oblique, mais on a quand même été maintenu en échec à de nombreuses reprises. Donc pour éviter le bull trap, il est nécessaire d'attendre une clôture au-dessus des 1,0840 et cela permettrait d'avoir un stop loss juste en dessous de l'oblique pour aller chercher les 1,0970. Voilà en cas de reprise haussière. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas parler de reprise haussière étant donné que les cours sont toujours capés sous cet oblique. Et effectivement, si on affine en daily, c'est un range. Finalement, on a un range et l'oblique fait quand même bien le job, je trouve, et l'euro est complètement indécis. On s'est quand même envolé lundi dernier, boum, derrière ça retombe, on tente de reprendre de la hauteur, et finalement, les vendeurs vraiment sortent du bois et défendent vraiment bien ce seuil, d'où l'intérêt d'attendre la cassure des 1,0840. Par contre, en données 4 heures, eh bien, on constate qu'on a un range, et pareil, la sortie de ce range devrait logiquement donner le tempo pour la suite. Voilà. Là, on est dans un range, d'où l'intérêt de surveiller les 1,0840 ou les 1,0735. Et la cassure de ces deux bornes permettrait soit une reprise haussière, soit un retour sur les 1,063. Puisque pour moi, les 1,0635, voilà, on fait office de support à de nombreuses reprises ici. Là, on a la MM50 qui remonterait s'aligner. Et en cas d'incursion sous ce niveau, ce serait de nouveau une dégringolade, je pense, en direction des 1,0665, puis des 1,0630. Enfin, pour terminer le Forex, l'euro face au yen japonais. Donc, bien évidemment, l'euro reste fort, mais les tensions montent d'un cran. De ce fait, les investisseurs, eh bien, se dirigent vers les valeurs refuges telles que le yen japonais. L'euro est confronté à un gros niveau technique actuellement, à savoir, si on bascule en hebdomadaire, une MM50, une MM200, pardon, donc MM200 hebdomadaire, niveau ici de résistance qu'on a fait sur les deux mèches, donc pour l'instant on est maintenu en échec comme ici sur MM200, couplé à un niveau de support horizontal autour de 124,90, 125. Si je bascule en données daily, on se rend compte tout de suite, voilà, ici, on a une belle zone de prix qui a été travaillée. On a fait de l'excès et on est en train de réintégrer. Donc pour le moment, la résistance, elle, n'est pas cassée. Au contraire, on est en train de repasser en dessous. On a la MM200 qui est en train aussi de coiffer ce niveau. Et derrière, si on affine,
D'où l'intérêt de surveiller la clôture, mais ici, on a un magnifique chandelier de retournement sur zone, à savoir une étoile du soir Doji. Donc, bien évidemment, il sera confirmé ce soir, mais potentiellement, je ne parle pas d'un signal de retournement, mais avoir un repli. Au moins avoir un repli sur les 123,30, voire la MM50. Donc, à confirmer. Et derrière, si on affine en données 4 heures, là, on constate que le marché vient aussi de valider une divergence. On avait une toute petite divergence baissière 4 heures. Sur résistance MM200, résistance hebdo 124,90 et chandelier de retournement en daily. Donc, prudence pour celles et ceux qui sont à l'achat. La paire pourrait délivrer un chandelier de retournement, un signal de retournement dans les jours à venir, pour les prochains jours, avec pas forcément un retournement, mais un bon retracement pour viser au moins les 123,30 ou la moyenne 200 voire 50 daily qui est juste en dessous. Le gold. Le gold qui cède un peu du terrain ce matin, qui a quand même fait une envolée fulgurante et ascensionnelle depuis plusieurs semaines. Comme toujours, un repli serait le bienvenu dans cette tendance, tout simplement pour repartir sur une base saine, avec une correction pour dégonfler tous ces indicateurs de momentum extrêmement surachetés sur toutes les unités de temps. Alors oui, le gold a le vent en poupe grâce aux banques centrales qui impriment à foison des liquidités, une dépréciation du dollar, une escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc bien évidemment, les fondamentaux, tous les voyants sont au vert et plaident pour une poursuite de la hausse. Toutefois, moi je plaide pour une poursuite de la hausse plus saine, avec des replis pour retrouver une tendance, une dynamique un peu plus saine et normale, j'ai envie de dire, avec des plus bas et des plus hauts afin de se repositionner dans le sens de la tendance et bien évidemment pouvoir pratiquer du trend following, donc se repositionner sur les replis ou sur les cassures d'anciens plus hauts. Donc ça, c'est essentiellement pour les traders à court terme qui cherchent à se positionner sur cette magnifique tendance haussière. Pour les autres, bien évidemment, celles et ceux qui sont swing et positionnés à l'achat depuis très longtemps sur le gold, eh bien, encore une fois, au fur et à mesure qu'on casse des paliers, il faut remonter son stop sous les paliers précédents et accompagner le plus loin possible cette magnifique tendance jusqu'à avoir un essoufflement. De moyen long terme, chandelier, vrai signal, pas un signal horaire ou 4 heures comme c'est le cas ici. Là, je m'adresse plus pour des traders qui cherchent à se positionner. Effectivement, on constate une divergence 4 heures en formation juste ici. Cette dernière, bien évidemment, n'est pas validée, plaide pour un repli, donc voir la réaction des prix sur la MM50 ou un repli un peu plus prononcé. Effectivement, si on a le point haut et que le dernier rallye, c'est juste ici, voilà, le niveau des 50, ce serait quasiment de retourner sur les 1936 points. En cas de validation de cette divergence, ce serait l'objectif, soit les anciens plus hauts historiques. Donc faire un gros pullback et ici, dans cette zone, en cas de repli, eh bien, tout simplement chercher à se repositionner dans le sens de la tendance pour casser les anciens plus hauts et repartir vers de nouveaux plus hauts historiques. Le Brent, maintenant, eh bien, rien n'a changé sur le Brent. Sentiment toujours baissier. Mon sentiment n'a pas changé. Sentiment qu'on a eu de l'excès hier, qu'on s'est emporté. Petit moment d'euphorie de la part des investisseurs comme ils savent bien le faire, mais que derrière ça cale. Voilà, toujours sur l'oblique. On perd 1,20, ça cale, ça prend pas. On est toujours sous l'oblique, sous la fameuse résistance hebdomadaire. Et la bougie, pour le moment, hebdomadaire, quasiment aucun signe de vie
On s'est juste emporté mercredi. On est sous une énorme résistance. Ça ne prend pas. On a juste fait de l'excès, encore une fois, pour faire une petite chasse au stop. Ça a parfaitement bien fonctionné. Et je constate tout simplement que le marché pétrolier reste fragilisé, tout simplement par l'environnement incertain et la demande surtout qui risque de diminuer pour des mois en cas de nouvelles vagues et surtout avec le nouveau monde, les énergies renouvelables, l'envie des consommateurs, j'ai envie de dire, de s'orienter plus vers des voitures électriques. Donc, un marché pétrolier qui reste assez lourd et qui pèse sur la tendance. Donc, toujours ce rounding top en place. Et pour ma part, toujours un sentiment baissier, en tout cas sur le pétrole. Et je continuerai à travailler cette résistance sur des signaux horaires 4 heures baissiers pour tenter toujours un repli. Et là, pour l'instant, on a une belle bougie 4 heures, mais le sentiment que les acheteurs ont bien du mal et que finalement on est vite rattrapé par la réalité sur le marché pétrolier et que les vendeurs sortent du bois et savent très bien défendre cette belle zone hebdomadaire et on pourrait assister de nouveau à un repli. Donc pour ma part, je reste baissier sur le pétrole tant qu'on est en dessous de cette zone, tout simplement. Le light, c'est exactement la même chose. C'est encore plus propre sur le light pour le coup. Et là, la MM50 va être à surveiller au cours de la semaine prochaine. Très clairement, elle va venir s'abaisser, d'où mon invitation à la prudence sur le Brent, parce que là, on a un gros niveau, et pour moi, je verrais vraiment bien un repli sur le Brent. C'est MM50 qui va venir coiffer les prix. On est toujours capé aussi par la MM200, tout simplement, qui là vient sur la zone. Cette mèche en excès pour venir chasser les stops en mode étoile filante, derrière ça cale. Et pour le moment, on constate que finalement, eh bien, les vendeurs sont en train de prendre la main et qu'on est tout simplement dans un range de stabilisation avec un marché qui s'essouffle. Donc pour moi, toujours un MM50, 2 retour sur la borne basse et 3 risque de dégringolade. Par contre, si on incursion sous ce niveau, là on irait chercher un peu plus bas. Mais là, très clairement, cet échec sur la zone, oblique, deuxième oblique, MM200, MM50 qui arrive en soutien, qui est pas très long juste au-dessus, j'ai du mal à être haussier et à et à dégager en tout cas des perspectives haussières sur le pétrole. Donc, au contraire, je me montre plus prudent et le chandelier de mercredi, je trouve, a donné beaucoup d'informations sur la psychologie des prix et des investisseurs. D'où mon sentiment baissier sur l'ensemble du secteur pétrolier. Et en données 4 heures, pareil. Réintégration du range sur excès, pas grand chose à dire pour le moment. Surveillons essentiellement les bougies daily qui, elles, donnent pas mal d'informations sur la dynamique actuelle du marché. Le Bitcoin. Bon, objectif quasiment atteint, 11 008, 12 000. Eh bien, il va falloir surveiller tout simplement j'ai envie de dire, quelle va être la dynamique des prix à l'approche de cette zone haute ou de cette zone basse si on y retourne. On pourrait très bien avoir une rotation, une consolidation qui s'opère durant les prochains jours, durant les jours à venir. Toutefois, le pivot clé, c'est les 12 000. C'est les 12 000, les mêmes 50 en soutien, flux haussier, consolidation, on reprend le souffle, on s'approche du niveau clé avec le gap qui a été accompli aux alentours de 11 008, 12 000. Donc très clairement, en cas de cassure
des plus hauts, eh bien, trend following. Trend following, soit on se positionne sur un repli, comme ici c'était le cas sur support proche de la même 50, soit cassure des anciens plus hauts, pour accompagner le flux et aller chercher les 13 000. Sinon, en cas de changement de retournement proche de la borne haute, eh bien, ping-pong entre les deux bornes et d'attendre la cassure, et essayer de se repositionner sur la borne basse, étant donné que le flux est haussier, et de se dire la probabilité est plus importante qu'on casse par le haut. De ce fait, en cas de cassure par le haut, on irait chercher les 13 000 très facilement. Si je reporte le haut du range, voilà, c'est ça. Objectif 13 100. Belle bougie hebdo à surveiller. Ce serait quand même bien d'avoir une bougie hebdo au-dessus des 12 000. Pour rappel, hein, comme je vous le disais, on n'a jamais eu une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau. Donc, la clôture aura lieu dimanche, mais pareil, une clôture au-dessus de 12 000, on verrait quand même, je dirais, un signal quasiment fort de poursuite de la hausse à venir au cours des prochains jours. Mais sinon, à court terme, pour les traders de range, eh bien, vous connaissez les grandes lignes. Et pour les autres, attendre la cassure des anciens plus hauts pour aller chercher les 13 100 $. Enfin, pour terminer, l'Ethereum, qui lui, je l'évoquais la semaine dernière avec, ou il y a 2 semaines, je ne me souviens plus, mais avec ce fameux double bottom en place. Et là, c'est le cas. Magnifique rallye, ça part, c'est haussier, donc pareil, on a le temps, très bien voir un repli avant de repartir. Mais là, techniquement, pour celles et ceux qui sont positionnés sur l'Ethereum, eh bien, c'est un objectif à 550. Crack, rebond, phase baissière, phase de capitalisation, j'arrive pas à parler, capitulation, pardon, de l'Ethereum. Et derrière, on repart pour aller chercher les 13 000, les 5 550. Donc vraiment, phase de consolidation en double top. Et derrière, objectif pour moi à 550. Et effectivement, si on regarde en données daily, eh bien, on se rend compte tout de suite qu'on a un magnifique rallye en place. Pareil, plutôt chercher des replis pour se repositionner dans le sens de la tendance et accompagner bien évidemment ce flux pour aller chercher l'objectif théorique. Si on affine en données 4 heures, voilà, parfait. Moyenne mobile 50 qui remonte, qui vient s'aligner. Donc, encore une fois, dynamique haussière et il est préférable d'attendre des replis pour se repositionner dans le sens de la tendance. Mais là, on assiste véritablement à une reprise haussière et un nouveau bull run sur l'ensemble des cryptos. Et effectivement, on avait vraiment une phase assez léthargique et derrière, eh bien, fin de la dynamique haussière, reprise. Et là, on est en train de même de s'installer dans une tendance haussière de moyen long terme. On constate effectivement que sur l'ensemble du marché des cryptos, eh bien, il y a un véritable flux haussier qui est en train de s'installer et cela pourrait perdurer au cours des prochaines semaines. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui sont intéressés par l'article, je vous mets l'article complet du briefing des marchés dans la description de la vidéo. Pour les autres, n'oubliez pas donc de vous inscrire à la formation au trading
avec Nicolas Chéron qui sera mon invité. Donc, comment investir sur les actions avec Nicolas Chéron. Donc, on évoquera bien évidemment plusieurs thèmes, que ce soit le trading sur action, le trend following, la sélection de dossiers, comment interpréter les volumes. Donc, vraiment, pas mal de thèmes seront étudiés autour de ce webinaire afin de vous donner les clés pour comprendre le marché action. Pour terminer, je serai donc absent la semaine prochaine, retour de vacances à partir du 18 août et le webinaire avec Nicolas Chéron aura lieu le 19 août, donc mercredi 19 août à 14 h. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, une très bonne semaine et on se retrouve donc à partir du 18 août pour faire un nouveau point sur les marchés.